tous, bonjour chers collègues, chers amis. Alors je suis très heureuse d'introduire cette journée. Depuis que je suis à la FPSVT, l'immunologie était dans les projets. Vous m'entendez? Ça va? Finalement, ça y est, nous avons cette journée et j'en suis ravie. Alors évidemment, le titre est un peu pompeux, on ne va pas penser, expérimenter, enseigner l'immunologie en une journée. Le but était plutôt de voir comment les cadres théoriques, les expérimentations et les enjeux d'enseignement pouvaient s'éclairer mutuellement. Et donc, par là même, essayer d'aider tous ceux qui participent d'une façon ou d'une autre à l'enseignement des profs. L'enseignement des profs et l'enseignement des élèves. Alors pourquoi l'immunologie est dans les programmes? Pourquoi on l'enseigne? Dominique Roja va nous le dire un peu mieux ce soir, puisqu'il viendra en fin de soirée. Il a participé à cette mise en place de l'immunologie dans les programmes de Terminal S en particulier et de 3e, mais il va s'expliquer plus précisément là-dessus. Moi, je vois plusieurs raisons importantes à ça, en tant qu'immunologiste. C'est que c'est une science complexe. Ça, je ne vous l'apprends pas. C'est quelque chose qui fait peur, souvent, aux profs, aux élèves. Et une science complexe, pour moi, c'est une science éducative, donc c'est très bien. L'éducation à la complexité, d'autres en ont parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qui sera peut-être intéressant tout à l'heure, c'est de confronter ce que nous, on appelle facilement la complexité avec la notion de complexité, la définition de complexité que Philippe Kurilski propose dans son dernier ouvrage en particulier, enfin qu'il développe en tout cas dans son dernier ouvrage. Pourquoi c'est complexe? Pourquoi c'est si mal? Pourquoi ça fait peur? En particulier parce que ça touche tous les niveaux d'organisation du vivant. Et donc pour des élèves, et même pour des étudiants, qui confondent parfois en arrivant à l'université encore assez souvent cellules et molécules, le fait de devoir intégrer tous ces niveaux d'organisation du vivant dans cette discipline-là, c'est un problème. Et d'ailleurs, on se demande actuellement qui sont les immunologistes, parce que ce sont à la fois des écologistes parfois, des molécularistes, des généticiens, des physiologistes, et d'ailleurs, on ne parle pas forcément toujours la même langue, on n'utilise pas forcément les mêmes approches, et ça peut parfois poser problème. Un autre problème qui se pose à nous souvent, c'est le vocabulaire. La communauté des immunologistes utilise un vocabulaire parfois hermétique. Quand on parle de commutation isotypique, de restriction au CMH, ce sont des termes qui font peur, en effet, parce on a l'impression qu'on est entre soi, et ça, c'est toujours désagréable pour ceux qui ne sont pas dedans. Les concepts qu'on emploie sont des concepts chargés. C'est-à-dire que derrière ces concepts, on imagine qu'il y a eu un cadre théorique ancien. Ces concepts, d'ailleurs, sont à réinterroger. Et dans ce cadre-là, Thomas Pradeux a joué un rôle, continue de jouer un rôle, et nous dira pourquoi notre façon de penser en soi, non-soi, doit être revue, comment elle peut être revue, et par quoi on peut éventuellement la remplacer. Cette immunologie, en fait, c'est quand même un excellent terrain, justement, parce qu'elle est complexe, pour mobiliser des notions qui sont transversales à toute la biologie. Je citerai seulement la notion de spécificité, la notion de hasard, la notion d'individu, la notion de système, les modèles, les problèmes de l'évolution. Donc toutes ces compétences transversales, ou ces notions transversales plutôt, Guy Rumlar l'a déjà dit dans la revue Aster en 1990, c'est justement une des difficultés de cette matière, c'est qu'elle mobilise une difficulté et enjeu, c'est qu'elle mobilise ces aspects-là. Et enfin, mais je pense que Dominique Roja nous le redira ce soir, il y a des contenus éducatifs dans toute cette partie de programme, puisque la vaccination, c'est aussi un des enjeux de l'éducation à la santé et à la citoyenneté, comme on le reverra rapidement. Excusez-moi, j'ai quelques problèmes de voix. Alors, est-ce qu'il y a des dangers à cet enseignement? Oui, il y a surtout des pièges, parce que souvent, on a les concepts se présentent sous forme de dualité. Et quand on a soit non-soit, immunité innée, immunité adaptative, immunité cellulaire, immunité immorale, on voit bien que là, on a des frontières et des contours qui sont flous. Et même si ça paraît simple de présenter les choses comme ça à des élèves, pour nous qui enseignons, parfois, ça nous laisse un peu sur notre faim. Et moi, je sais que je passe beaucoup de temps dans le premier cours, souvent, à définir les choses. Et dès que j'ai utilisé le terme d'immunité adaptative, je suis obligée de dire attention, adaptative, c'est finaliste, il ne vaudrait mieux pas dire ça, mais qu'est-ce qu'on dit?
Voilà. Ensuite, ce finalisme, eh bien, on le retrouve partout en immunologie, même si on en est conscient, même si ce sont des facilités de langage, même si ce n'est pas plus que ça parfois, on est quand même souvent ennuyé avec ça. Évidemment que les récepteurs ne sont pas prévus pour reconnaître le virus de la grippe. Le hasard a fait que, on en reparlera. Donc cette notion de spécificité, elle pose problème, je trouve. Bien sûr, les programmes aussi sont largement anthropocentrés, sans doute parce qu'il a été fait le choix, et de plus en plus c'est le cas dans les programmes de SVT, de parler de l'homme. Et c'est très regrettable parce que l'immunologie, quand même, depuis 10-15 ans, a appris de beaucoup d'autres modèles que l'homme, et ça n'arrive pas très vite dans les programmes. Les langages, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est bien connu, mais les langages de l'immunologie, eh bien, vous avez le choix entre le registre de la guerre ou le registre de la cognition. On mélange un peu les deux, et on arrive à quelque chose de... La question que je me pose toujours, c'est est-ce que c'est utile, est-ce que c'est dangereux d'utiliser ce type de vocabulaire. Bon, les définitions, je ne vais pas m'attarder, je vais être obligée d'aller assez vite. L'immunologie, c'est vraiment défini historiquement comme la science qui va étudier les défenses des organismes contre les agents pathogènes. Voilà, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que qu'est-ce que c'est qu'un agent pathogène? Évidemment, c'est une définition historique et restrictive. Qu'est-ce qu'on fait des dérèglements internes? Qu'est-ce qu'on fait des cancers? Qu'est-ce qu'on fait des maladies inflammatoires, des allergies, etc. Et puis, ne pas perdre de vue que quand on parle d'immunologie, comme toutes les logies, c'est un discours sûr. Donc on revient sur le problème du vocabulaire qu'on emploie. Cette discipline, elle a émergé. Historiquement, une discipline biologique, elle a toujours un peu le même cheminement pour émerger. On part d'observation, d'expérimentation, et puis on en arrive à théoriser, et puis à faire une communauté. Donc les premières observations, expérimentations, tout le monde le sait, ça fait partie de l'historique qu'on communique assez facilement aux élèves, avec Jenner, les grands personnages de cette histoire-là. L'inoculation, la variolisation, pour arriver à la vaccination de Pasteur. Donc des pratiques empiriques, etc., bien avant de connaître ni les agents pathogènes, ni l'immunité. La théorisation, eh bien sûr, elle continue, puisque Metchnikov, d'un côté, les Allemands de l'autre, toutes ces histoires-là sur l'immunité immorale, l'immunité cellulaire, le soi, le non-soi, le danger, la discontinuité, éventuellement autre chose. Voilà, comment on peut théoriser les modèles. Et puis, comment cette communauté des immunologistes s'est constituée, comment elle a formé une communauté pour finalement enseigner, parce qu'à mon avis, on n'enseigne pas si on n'a pas déjà une communauté constituée. On n'enseigne pas de la même façon, en tout cas. Donc, le Journal of Immunology, c'est 1916. La première chaire d'immunologie, c'est en 1924 aux États-Unis. En France, on a eu un petit peu de retard. La SFI, apparemment, si je suis bien renseignée, Anne, c'est 1966. Bientôt 50 ans, exactement. Et à côté de ça, l'enseignement primaire, enfin pas primaire, mais l'enseignement secondaire en France, eh bien, Guy Rumlard pourra me le confirmer, c'est dans les années 80. Et puis dans le supérieur également, finalement, parce que les chaires d'immunologie, il y en a eu en France qui se sont vraiment répandues et qui ont été, on en a presque partout maintenant, c'est plutôt même 80-90. Donc c'est une discipline toute neuve. Alors c'est drôle de penser que voilà, le Pasteur n'arrive pas vraiment dans cette diapositive, mais quand on interroge des élèves sur l'immunité, la figure qui arrive, c'est Pasteur. Et Pasteur, évidemment, il n'est pas immunologiste. Hein. Il avait comme conception pour expliquer ces vaccins, le fonctionnement de ces vaccins, le succès de ces vaccins, tout à fait autre chose que ce qu'on appelle l'immunologie, nous, actuellement. Plutôt des théories comme des théories sur l'épuisement. Le fait d'avoir injecté un vaccin dans l'organisme, ça permettait ça provoquait l'épuisement des éléments nutritifs, ce qui fait que secondairement, le vaccin, l'arrivée du microbe ne pouvait pas conduire à une maladie puisqu'il n'y avait plus les nutriments nécessaires. Bon, ça c'est un document historique qui en fait est l'acte de naissance de l'immunologie, seulement pour vous montrer que les mots importants sont déjà là. L'expérimentation animale, une science qui est en fait faite pour l'homme, traiter les maladies de l'homme,
Il s'agit d'essayer de comprendre les principes avant de faire n'importe quoi. Et puis, j'aime bien aimer la fin, mériterait davantage de discussions philosophiques, mais on se contentera de faire de la science, c'est-à-dire d'observer, de faire des manips et de déduire. Donc c'est vrai que c'était un début qui était à la fois prudent et sage, et qui reprend un certain nombre de choses qu'on va voir toute la journée aujourd'hui. Alors tout le monde le sait sans doute, l'immunologie, c'est une discipline qui a émergé de la microbiologie, puisqu'on est parti de là. Et la microbiologie, la bactériologie, finalement, parlait un peu d'immunologie, et petit à petit, cette discipline s'est autonomisée. Tout ça est très bien raconté et expliqué par Anne-Marie Moulin, qui malheureusement n'a pas pu être là, qui devait être là, mais qui n'a pas pu être là. Et vous pourrez lire, en particulier la dernière publication qu'elle a donnée, c'est le chapitre qu'elle a écrit dans La vie et alors en 2013, où elle redéfinit bien 4 périodes dans l'histoire de l'immunologie en fonction des liens de cette discipline avec la microbio. Et donc elle parle de l'immuno avant la microbio, l'immuno à l'époque pasteurienne, puis l'immunologie qui s'émancipe de la microbiologie, et enfin qui revient sans doute à la microbiologie. Donc la première période, j'ai illustré ici par Lady Montaigu, qui était la première anglaise à faire vacciner ses enfants selon la méthode ottomane. L'époque pasteurienne, je dirais, qui se termine par des prophéties de Pasteur et de Paul Bert, puisque Pasteur disait « Nous sommes en possession d'une méthode générale de préparation des virus vaccins », et que Paul Bert, enfin en tout cas on lui attribue ça vers les années 1880, a dit « Une maladie, un germe, un vaccin ». Donc c'est le moment où on a pensé que tout était réglé, que toutes les maladies allaient avoir leur solution, leur vaccin, etc., qu'on avait tout compris. Et puis, bon, l'immunologie s'est petit à petit émancipée de la microbiologie pour étendre ses applications, étendre ses concepts. On a commencé à réfléchir en termes de théorie de concepts. Et enfin, on peut penser, enfin en tout cas Anne-Marie Moulin dit que le retour à la microbiologie se fait sans doute au moment où le sida est apparu. Ces nouvelles maladies qui nous ont, d'une certaine façon, montré que, malgré toutes nos connaissances, eh bien, on n'avait pas la solution immédiate à ça. Et puis, bon, actuellement, très récemment, dans l'histoire contemporaine de l'immunologie, il y a la découverte des récepteurs Toll, dont va nous parler Bruno Lemaître aujourd'hui, en fin de matinée, et puis qui nous permet de à la fois mieux comprendre, donner un cadre au lien entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Dans le même temps, il y a un peu de trouble autour du soi, et là encore, on rejoint ce que va nous dire Thomas Pradeux juste après. Donc les modèles, j'ai dit tout à l'heure que c'était parmi les grands thèmes de biologie qu'on peut apprendre à travers l'immunologie, il y a le problème des modèles. Donc à chaque période, à chaque pays, à chaque laboratoire, un modèle. On voit ici Metchnikov avec son microscope, qui travaillait sur le modèle qui était à ce moment-là parmi les favoris de l'Institut Pasteur, qui était le bacille de l'anthrax. Donc il ne pouvait voir que de la phagocytose, puisque c'est surtout la phagocytose qui est intéressante, qui permet d'éliminer ce bacille. En revanche, les Allemands avaient un autre modèle qui était le bacille de la diphtérie, et là-dedans, en fait, ils ne pouvaient voir que ce qu'ils cherchaient à voir, puisque c'est surtout les anticorps qui protègent contre cette bactérie-là. Donc c'est simplement pour dire qu'on voit ce qu'on cherche à voir, et que finalement, les modèles, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait penser. Alors ensuite, cette diapositive qui vous montre la ménagerie des immunologistes. J'ai voilà, une dizaine d'espèces finalement. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est beaucoup ou pas, mais je me suis bien amusée à mettre cette vache parce que c'est la fameuse vache Blossom. C'est celle à partir de laquelle Jenner a prélevé le pus pour vacciner. Voilà. L'étoile de mer de Metchnikov, les lapins de Pasteur, où sur cette représentation, il a visiblement envie de montrer aux antivivisectionnistes que c'est un bon, qu'il est très gentil avec ses lapins, qu'il élevait par ailleurs dans des conditions quand même un peu rocambolesques, mais un peu rock'n'roll. Et puis là, ce sont les cochons d'Inde de Bering. Là, ce sont les chevaux de l'Institut Mérieux. Ensuite, on retrouve des espèces, mais là, de façon beaucoup plus contemporaine, des espèces plus exotiques.
moins conventionnels, disons. Ils ne sont pas toujours d'ailleurs bien vus des instances de recherche. Le xénope, l'axolotl, sur lequel on a beaucoup travaillé à Dijon, le limule, la lamproie, voilà. Donc des espèces qui chacune ont montré des choses intéressantes, mais qui ne sont pas conservées comme des modèles. On ne va pas tester des vaccins sur l'axolotl. Ce serait pas très bien parce qu'il n'y a pas vraiment de mémoire immunitaire. La mouche, dont on va reparler juste après, qui est arrivée dans le champ des immunologistes très récemment, parce que pendant très longtemps, les immunologistes ont dû penser que la mouche n'avait pas d'immunité. On l'a découverte récemment, son immunité, où elle était tellement peu évoluée, entre guillemets, que de toute façon, elle n'avait pas d'immunité. Le poisson zèbre, qui est arrivé aussi très récemment dans le champ de l'immunologie. Et puis, bon, la souris, qui a un petit peu plus de mal avec la fluorescence, mais vous voyez, on arrive à lui faire des oreilles vertes. Dans les endroits de son organisme où elle n'a pas tellement de poils, on peut aussi utiliser la GFP chez cette espèce-là. Donc l'individu ou l'espèce, quel est le bon modèle? Ça, c'est la question. Et ça a été très très bien illustré par Ilana Levy dans un article qui s'appelle comme ça, pardon, On Guinea Pigs, Dogs and Men, Anaphylaxis, et donc l'histoire de Richet, qui montre que finalement, Neptune, c'est un chien parmi les 60 qu'il avait ou plus, qui avait une réaction anaphylactique à un poison d'anémone de mer, et qu'en fait, pour lui, il a été un des premiers à montrer que c'était pas l'espèce chien qui était intéressante, c'était l'individualité du chien. Et là, je pense que ça rejoint les définitions de l'individu, les questions qu'on peut se poser à partir de cette discipline qu'est l'immunologie. Qu'est-ce que c'est qu'un individu? Les liens entre l'individu et le soi, etc. Donc ça, on va en parler juste après avec Thomas Pradeux. Je voulais vous raconter dans ce domaine-là une toute petite anecdote où, quand on travaillait à Dijon sur les axolotls, on essayait de trouver une constante d'un individu à l'autre quand on voulait faire proliférer les cellules ou les activer. Et en fait, nos collègues qui travaillaient à côté en écologie, eux cherchaient exactement le contraire, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à montrer l'individualité, la différence, et pour essayer de... Donc quand les uns cherchaient une reproductibilité absolue, un écart type le plus faible possible, eux, les écologistes, nous disaient mais on ne pourra jamais s'entendre, de toute façon on cherche exactement l'opposé. Bon, maintenant, finalement, il y a des gens qui font de l'immunoécologie, on arrivait à se parler et on réussit à travailler ensemble, pas forcément de façon simple, mais ça arrive. Et puis bon, peut-être sur ces problèmes-là aussi, de l'individu ou de l'espèce, tout le monde connaît le problème des lignées pures. Dès qu'on a fait un petit peu de culture cellulaire ou de cancérologie, ces lignées pures, ces lignées établies, elles sont évidemment très loin de la réalité de la maladie cancéreuse. Mais ces lignées pures établies, elles sont quand même à l'origine des anticorps monoclonaux. Et donc on a besoin aussi parfois d'avoir quelque chose de propre, entre guillemets, mais à ce moment-là, ce sera une utilité. On parle d'un outil, un anticorps, un monoclonal, c'est rien d'autre qu'un outil. Le polymorphisme, voilà aussi quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire passer à nos élèves et à nos étudiants. C'est très difficile de comprendre le polymorphisme qu'ils exercent au niveau de l'espèce, parce qu'il va falloir aussi voir bien la différence avec la diversité qui va s'exprimer au niveau de l'individu, etc. Bon, ce que j'aime bien dire, c'est nous sommes les descendants de ceux qui ont résisté à la peste, à la lèpre, à toutes les grandes maladies d'avant, quand il n'y avait rien d'autre que l'immunité. Et donc là, ça permet d'introduire la notion de terrain, qui est redéfinie actuellement avec justement d'autres polymorphismes que ceux du CMH, des polymorphismes plus restreints, qui font qu'on n'a pas la même sensibilité aux maladies. Tout le monde ne meurt pas d'Ebola. Tout le monde non plus ne décède pas du VIH, même sans traitement. Vous connaissez tous notre grande inégalité devant le risque allergique, etc. Et donc cette notion de terrain, elle mérite d'être revue et beaucoup mieux appréhendée, en particulier quand on considère peut-être le microbiote. Donc le terrain, il viendra aussi d'autres choses que nos propres cellules qu'on héberge, qui s'appellent le microbiote. La modélisation, je voulais seulement vous montrer comment les modèles très très connus, historiques d'Ehrlich avec l'échelle latérale, qui a donné ce qu'on appelait le modèle sélectif, et puis la théorie instructive de Pauling dans les mêmes moments. Donc les modèles qu'on peut dessiner sur le papier, c'était ça donc dans les années 1900-1940. Puis les modèles qu'on va trouver actuellement, c'est la fameuse balance TH1, TH2. Il y a eu des années où en fait on essayait d'expliquer toute l'immunologie
avec un équilibre ou un déséquilibre entre TH1 et TH2. On arrive à des schémas actuellement qui sont beaucoup moins balancés. On essaie de viser des équilibres plus complexes en tout cas. Donc c'est vrai que actuellement l'immunologie elle se bâtit beaucoup sur des notions d'équilibre quand même. Alors avec une espèce de finalité qui est un état que personne ne connaît vraiment, un état idéal. On ne sait pas tellement ce que c'est que l'état idéal. Ça vient redéfinir la santé, qu'est-ce que c'est que la santé, etc. Les modèles des techniques, je vais passer très vite, vous les connaissez, mais c'est la question que je me posais là, c'est leur intérêt didactique. Quel intérêt, dès le secondaire, à faire des ELISA, des Ouchterlony, des agglutinations? Est-ce que ça a vraiment un intérêt didactique? C'est une question que je me pose. Voilà. Et puis les autres concepts que je vais vraiment seulement évoquer, parce qu'on va les revoir beaucoup dans la journée, mais ils sont tellement intéressants et on va les retrouver tout le temps dans la biologie, qu'on a tellement de beaux exemples en immunologie, c'était dommage de ne pas en parler. Donc le hasard, on a eu un colloque là-dessus. Le hasard, on va le retrouver dans les phénomènes de recombinaison de segments de gènes, puisque tous nos récepteurs sont générés par des recombinaisons au hasard. Le hasard, on va le retrouver dans les mutations qui affectent les gènes des immunoglobulines dans les ganglions, donc ce qu'on appelle l'hypermutation somatique. Et puis, elle est bien sûr à l'œuvre dans toutes les rencontres. Il faut que les cellules se rencontrent. Il faut que les molécules puissent, à un moment donné, interagir pour qu'il se passe quelque chose. Donc, ça, c'est la fluidité du système, la dynamique du système, qui nous permet de mieux comprendre et cibler et voir l'intérêt de ce hasard, finalement. Et c'est là que, comme je l'avais dit dans mon texte d'introduction, on va retrouver Darwin dans les ganglions. L'évolution, on est obligé de la voir là au sein d'un individu, ou même au sein d'un ganglion, ou même au sein d'un centre germinatif. Ça amène bien sûr à la notion d'évolution et de coévolution, et ça c'est le dialogue avec les écologistes qui a été aussi très important là-dedans. C'est qu'on peut parler maintenant un peu, les immunologistes vont parler aussi en termes d'écologie. On va parler de coévolution entre une tumeur et son environnement. On va parler de coévolution entre un virus, un parasite et ce système immunitaire de l'hôte favori. Pourquoi l'anophèle ne rejette pas le plasmodium? Pourquoi comment l'anophèle ne rejette pas le plasmodium? Comment le HLA porte la marque sélective des épidémies passées, etc. Les écologistes parlent du modèle de la reine rouge, qu'on peut bien sûr appliquer à ces phénomènes de coévolution. Et puis, depuis 10 ans, comme on l'a vu tout à l'heure sur les modèles, l'évolution des fonctions immunitaires elle-même, cette évolution-là, elle a été étudiée sur pas mal de modèles, et elle permet de peut-être mieux comprendre l'émergence de l'immunité adaptative, etc., ce genre de choses. La spécificité, on en reparlera aussi dans la journée, c'est un concept qui est largement galvaudé. Tous les biologistes parlent de spécificité toute la journée. Et en fait, un récepteur ou un anticorps, évidemment, d'une part, n'a pas été généré pour se lier au virus de la grippe, par exemple. Il n'est pas si spécifique que ça, puisque ce qu'on a vu pendant très longtemps comme un bruit de fond gênant, c'est en fait la règle. Il y a une multiréactivité. Un anticorps recrée beaucoup d'épitopes. C'est finalement parce qu'à cet endroit-là, il va y avoir beaucoup de ligands qui vont ajouter leurs effets, enfin beaucoup de couples ligands-récepteurs qui vont ajouter leurs effets, avec des affinités diverses, qu'on va arriver à quelque chose qui globalement peut rester en contact assez longtemps pour que ça ait des conséquences fonctionnelles. Donc la notion de spécificité, elle est non seulement galvaudée, mais finalement très difficile à utiliser. Et on utilise, si on y réfléchit, on utilise tous constamment ce terme. J'avais parlé un dernier colloque avec Jean-Jacques Cupiec, qui me disait qu'il faudrait même ne plus l'utiliser. Mais on ne peut pas. Réfléchissez une minute à votre pratique, que vous soyez en sixième, en terminale ou en master. Tous les biologistes parlent sans cesse de spécificité. Voilà. Et je termine donc par les vaccins. Donc la vaccination est malmenée, je ne vous l'apprends pas. Vous avez dû avoir dans vos classes un certain nombre de résistances. Cette résistance, elle n'est pas nouvelle. Il y a une jolie représentation ici qui montre que celle est un peu petite, mais c'était en réaction contre Jenner. On imaginait que, on a voulu dire à Jenner que sa vaccination allait nous transformer en vaches. On voit des cornes qui poussent là, voilà. Donc c'est une pratique particulière où se mêlent évidemment le collectif et l'individuel, l'individuel et le collectif. Ce serait très intéressant de faire passer aux élèves avec le plus de documents possibles que le vaccin est altruiste aussi. La notion de couverture vaccinale, ça c'est quelque chose qui est à la fois d'éducation à la santé et d'éducation à la citoyenneté, donc ça pourrait être quand même
Ça devrait être super intéressant. Je pense que Dominique Trochat va en parler ce soir. La responsabilité des décideurs est grande. Vous savez que 2009 n'a pas été complètement neutre dans cette histoire-là, avec la grippe et ce qui s'en est suivi. Et donc, ce qu'on peut dire, que, pour terminer, c'est que l'éducation dans ce sens-là, c'est éduquer, c'est apprendre à distinguer les avis, les opinions, les rumeurs, les craintes, des données objectives qu'un prof de SVT peut donner dans sa classe. On peut montrer comment en 1973, il y avait encore de la variole, comment 20 ans après, il n'y en a plus, évidemment. Et puis, pour être un peu modeste pour terminer, la prophétie pastorienne, elle n'est pas réalisée, bien sûr. Il y a des échecs. On pourrait en faire la liste de toutes ces maladies contre lesquelles on n'a pas de vaccin. Mais il y a des victoires, et finalement, actuellement, c'est plus par les anticorps et par la sérothérapie, au sens moderne du terme, avec des anticorps monoclonaux ciblés, qu'on avance plus que par les vaccins. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Philippe Kouriski, qui va faire une introduction avec toute sa réflexion d'une carrière d'immunologiste qu'on connaît, pour essayer de nous éclairer. Merci à lui de...